très important pour les gens de race noire de se souvenir de rajouter ces médicaments-là. Et c'est parce qu'ils n'ont pas autant une bonne réponse aux médicaments qui agissent sur le système angiotensine-rénine. Ils n'ont pas la même réponse que les gens de race qui ne sont pas de race noire. Et ça, c'est connu depuis longtemps. Bon, finalement, la dernière vignette, il me reste quelques minutes. Un homme érythréen, qui est un pays en Afrique du Nord, un homme de 56 ans, se présente à l'urgence en arrivant de l'aéroport après un voyage en Équateur où il attendait son statut d'émigré au Canada. C'est compliqué. C'est un monsieur légèrement obèse, avec aucun autre antécédent médical ou chirurgical et aucun médicament. C'est difficile à quantifier le début de ses symptômes, ça fait peut-être quelques mois. Il est essoufflé, orthopnée, dyspnée paroxysmale occasionnelle et dyspnée avec l'exercice. Pas de palpitation ou de syncope et une toux occasionnelle, mais pas de fièvre ou de frisson. À l'examen physique, sa tension artérielle est à 154 sur 90, son rythme cardiaque à 64, saturation 93 %, index de masse corporelle 29, donc assez élevé. Les jugulaires sont à 6 cm, et puis il y a un B3, et il y a un souffle systolique. La traduction, c'est pas moi qui ai fait la traduction. C'est du franglais. Bon, un souffle systolique et le patient est à l'urgence, donc c'est assez bruyant. Donc, vous n'êtes pas sûr si vous entendez un souffle diastolique ou non, mais vous entendez quelque chose, un souffle, au moins un souffle systolique. Il y a des craquements aux bases, bon, aucune acide, des édèmes du membre inférieur, 1+. Pardon? Aucun cas, je ne sais pas c'est quoi. C'est pas moi qui ai traduit les diapos, Marie-Josée. Bon. L'électrocardiogramme, bon, on a un bloc de branche droit. L'électro portable, c'est pas une très bonne qualité, donc vous n'avez pas vraiment. Il y a peut-être une petite différence, mais c'est pas un électro de bonne qualité. Et puis son BNP est augmenté à 426, troponine négatif. Qu'est-ce que peut être l'étiologie d'insuffisance cardiaque chez ce patient? Numéro 1, la maladie coronarienne. Numéro 2, cardite rhumatismale. Numéro 3, Chagas. Numéro 4, hypertension. Numéro 5, carence en sélénium. Et numéro 6, on revient à cette myocardiopathie péripartum. Oui, c'est ça. Alors, si vous pouvez donner votre réponse. Est-ce qu'on peut voir les réponses, s'il vous plaît? Ah, alors, il y en a même qui pensent que c'est numéro 5. Ah non, il n'y a pas de numéro 6. Ça, c'est correct. OK. Bon. Alors, en somme, on ne peut pas vraiment savoir en ce moment quelles sont. Ça se peut que ce soit n'importe quelle de ces réponses-là. Donc, ce sont tous des réponses qui sont possibles. OK? Chagas, c'est un parasite qu'on trouve en Amérique du Sud. Et puis, c'est un parasite qui attaque le muscle cardiaque. Ah, vous l'avez ici. Bon, les étiologies courantes dans la région d'attache du patient doivent être envisagées en plus des causes courantes de l'insuffisance cardiaque au Canada. Le Chagas et la cardite rhumatismale, en plus de la maladie coronarienne, devraient être envisagés chez ceux qui sont récemment arrivés de l'Amérique du Sud. Donc, ce patient-là est en Amérique du Sud, donc on doit penser à ceci. La cardite rhumatismale devrait être envisagée chez un patient qui a récemment immigré d'Afrique. Donc, ce patient vient de l'Afrique. Et puis, la maladie coronarienne est de plus en plus prévalente dans les pays en voie de développement. Donc, en somme, ça peut être n'importe quelle de ces réponses-là. Et juste vous montrer, quand on regarde les maladies globales, le Chagas, on retrouve surtout en Amérique du Sud et puis Amérique centrale. Donc, le patient, il était en Équateur, donc c'est une place où est-ce qu'on peut avoir le Chagas, qui est un parasite. Et puis, la cardite rhumatismale, on peut voir en Afrique et en Asie. Donc, le patient vient de l'Afrique du Nord-Est. Donc, c'est une possibilité aussi. Donc, il faut penser à ces maladies-là quand on a des patients qui viennent de ces pays, de ces régions-là. Les travailleurs de la santé et les patients devraient connaître les facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque comme l'hypertension et l'obésité
des conditions de plus prévalentes chez certains groupes ethniques et devrait faire en sorte de prévenir et traiter ces conditions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va finir là. Je voudrais remercier Serge Lepage pour l'invitation aujourd'hui et les gens qui ont participé à la Société canadienne cardiaque. Sur les lignes directives, il y a beaucoup de gens impliqués dans tout ceci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Commentaires, Annick, Marie-Hélène, c'est clair? Oui, ça se traite. Oui. Mais si vous voyez un patient, c'est ça, d'origine Amérique du Sud, là, il faut penser à ça. C'est nommé, Chagas, le nom de Chagas vient du nom de celui qui a découvert, là, un docteur Chagas qui a découvert le nom de... qui a découvert cette maladie-là. Oui. On débute quand même, les recommandations sont quand même de débuter les IACA, mais on voit souvent qu'il n'y a pas autant de réponses. Même dans la littérature d'hypertension, on voit aussi que la réponse n'est pas aussi bonne que chez les gens qui ne sont pas de race noire. J'ai une question concernant également les sujets de race noire. C'est un sujet qui est assez sensible, parce que je travaille dans un hôpital parisien où on a une population de migrants qui est extrêmement importante. Alors, concernant l'association hydralazine et dérivés nitrés, dans les dernières recommandations européennes, c'est une association qui est recommandée chez les sujets de race noire avec une indication classe 2A, c'est-à-dire pas très forte, mais quand même classe 2A, ce qui n'est pas si mal. En France, on n'utilise jamais, tout simplement parce qu'elle n'est pas commercialisée. Et régulièrement, je me repose la question, est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire une campagne pour avoir de l'association hydralazine dérivés nitrés en France? Et en même temps, quand je revois l'étude AEFT sur laquelle est basée cette recommandation, je ne sais pas si je suis totalement convaincu par le niveau de preuve. C'est vrai que ces 1000 patients, quand on revoit les courbes de survie, on voit quand même qu'elles se séparent très tard, à partir du 9e mois, ce qui est un petit peu curieux. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que c'est une preuve suffisante? Est-ce que ça nécessiterait quand même peut-être de refaire une deuxième étude? Parce que c'est quand même un vrai problème, la population de race noire, c'est une énorme partie de la population de beaucoup de pays, évidemment. Ou est-ce que pour vous, le débat est clos, hydralazine Néprésol, c'est bien, ça marche, il faut l'utiliser? C'est une bonne question. C'est sûr qu'aux États-Unis, dans cette étude-là, ils avaient accès à un médicament qui s'appelle le Biquin, qui est une pilule, une fois par jour, si je me souviens bien. Donc, c'est très différent de ce qu'on offre ici. C'est probablement la même chose en Europe. Nous, c'est 3 fois par jour, même 4 fois par jour, à des doses assez élevées. Et puis, c'est pas évident de prendre des médicaments 3 ou 4 fois par jour. Donc, ils prennent 2 pilules. C'est sûr que ça serait intéressant, si on croit vraiment en ces thérapies-là, ça serait intéressant d'avoir le même produit qu'ils ont accès aux États-Unis, qui est vraiment une pilule qui couvre tout ça. Pardon? On ne l'a pas encore? Ah oui, c'est ici la compagnie. Bon, ben voilà. On aurait besoin de ce médicament-là. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que vous pensez que les données sont convaincantes? Annick, J'essaie d'avoir le micro, mais OK, voilà. Premièrement, nous aussi, c'est une recommandation 2A et personnellement, disons, quand on s'est assis à la table, j'étais probablement... Habituellement, je suis quelqu'un d'enthousiaste, mais je n'étais pas aussi excitée que certains de mes collègues. La raison est bien simple, c'est des gens... On disait que c'était le début de la thérapie génétique ou avec un petit peu plus ciblé sur les patients, mais c'est des patients qui se disent d'origine noire. À Montréal, la majorité de nos patients ne proviennent pas de Jamaïque ou des immigrants d'Afrique, mais nous, on a une grande population haïtienne. Et en termes de gènes, ils me ressemblent probablement plus à moi qu'à la population qui a été randomisée. Alors, c'était le gros bémol que j'avais face à la soi-disant traitement génétique ou autre. Et effectivement, le bidil n'est pas disponible au Canada. J'ai essayé de l'avoir et c'était pas disponible. Et souvent, ces patients-là, quand on pousse tellement nos vasodilatateurs, de toute façon, ils n'ont plus de pression quand on est sous IACA et bêta-bloquant à dose optimale. Alors, je pense que c'est quelque chose d'intéressant chez des insuffisances cardiaques réfractaires malgré IACA et probablement pas juste non plus dans la population noire. Si on regarde les études où est-ce qu'on fait un tailored therapy, on met un soin de Ganz et on optimise les pressions de remplissage, ça peut être très utile dans ce contexte-là, mais
personnellement, je ne suis pas un très, très grand prescriveur de ce genre de médicaments. Je ne sais pas, Marilyn. Moi non plus. On va avoir même une opinion de Nantes. Oui. Est-ce qu'on peut dépasser un peu le temps, là, mais une question sur la consommation journalière de sel que vous conseillez à vos patients. En France, on estime que les recommandations américaines et même européennes de 2 grammes ou 4 grammes, ce n'est pas faisable en pratique. Nous, on considère que c'est plutôt 6 grammes de sel, en évitant une surcharge trop importante. Même pour les patients normaux, non insuffisants cardiaques, on est autour de 6 grammes. Donc, premièrement, quelle est votre référence au Canada et à Québec? Et deuxièmement, pour répondre à ce problème-là, on a travaillé sur des équivalences 1 gramme de sel en fonction des particularités régionales alimentaires. Et là, en France, c'est important l'alimentation. Et donc, on essaie de donner 1 gramme de sel égale une tranche de jambon, une saucisse, 6 huîtres vidées de la première eau, de façon à ce qu'ils composent eux-mêmes leur menu. Est-ce que vous avez une approche nutritionniste comme celle-ci? On a 2 Joanne, une de Montréal et une de Québec dans la salle, qui sont tous les 2 les nutritionnistes. Est-ce qu'on peut les appeler en renfort? Joanne Larac et Joanne... Est-ce qu'il y a un nutritionniste dans la salle qui veut venir répondre à Ou cette d'autres question-là? nutritionnistes, en fait. Nous, on dit 2 grammes, les recommandations canadiennes, mais je dois vous avouer que je fais souvent un appel urgent à ma collègue qui répond encore une fois à mes appels urgents. Merci. Ben oui, on porte une attention. Dans plusieurs cliniques, il y a des nutritionnistes qui sont là. Au niveau des recommandations en sel, nous, les recommandations sont à la baisse. Il y a un groupe de travail sur le sodium qui est au niveau de Santé Canada. Il y a des recommandations qui viennent d'être émises juillet, là, ça a sorti en juillet. Et nous, la recommandation à la baisse, on va plus avec des 2 grammes de sodium. Donc, votre 6 grammes me paraît énorme. Puis oui, au niveau de l'enseignement, on va adapter en fonction des aliments. On va essayer d'aller avec des choses pratiques, lecture d'étiquettes, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que, on entend beaucoup parler des 1,5 grammes. C'est ce qu'on appelle la part suffisante. Mais je peux vous dire qu'en pratique, avec nos patients, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pourquoi on va aller plus avec un 2,5 grammes. Je pourrais peut-être rajouter qu'en pratique aussi, si vos patients étaient déjà à 10 grammes, de les ramener à 6, probablement que vous avez des bons résultats. C'est pour ça, peut-être s'ils partent très haut. C'est sûr que dans les études randomisées, le 2 grammes est souvent calculé sur les aliments de base pure et non pas apprêtés, ce qui fait toute une différence. Donc, il y a très peu d'études randomisées où vraiment le sel ajouté à la cuisson est calculé. C'est vraiment comme l'étude DASH des aliments de base. Il y a juste DASH, finalement, qui a fait une étude avec tout le calcul où on donnait vraiment le repas aux participants à l'étude. Tandis que dans d'autres études, les gens font leur menu à la maison. Donc, la comptabilisation du sel est souvent erronée dans les études. Puis la question, c'est qu'aller trop bas aussi, il y a comme le système neuro-hormonal qui ferait que peut-être le rein décide de réabsorber plus de sodium. Donc, on se questionne beaucoup sur le 2 grammes ENA. En pratique, souvent, un 3 grammes est assez efficace. C'est l'application du 2 grammes avec tous les gens qui cuisinent de moins en moins traditionnellement. Je pense que c'est un peu utopique quand on dit qu'on atteint le 2 grammes. Je pense qu'un bon 3 grammes est de pratique plus facile. Avec un verre de vin, c'est ça? Avec un verre de vin. Alors, comme notre temps est écoulé, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé, remercier mes 2 collègues, Annick et Nadia, et les interventions qui ont été faites. Je voudrais en profiter également pour remercier Mme Marie-Josée Martin, qui a été d'un grand support pour la logistique et le support administratif pour la préparation de ces ateliers-là.